Bon, bah, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Pablo. Donc, il y en a qui m'ont déjà vu il y a 2 jours, donc c'est re-moi. Je suis toujours maître de conf à Paris 8. Cette fois-ci, je viens pas du tout vous parler de ma recherche, je viens vous parler d'un truc sur lequel je milite, donc qui est en rapport avec la recherche, mais pas avec ma recherche. Donc, je viens vous parler de libre accès à la recherche et je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, quel est le but et comment on peut le faire. Et pourquoi il y a cette problématique qui se pose. Mais je vais commencer pour la suite à vous parler de communs. Donc les communs, qu'est-ce que c'est? Un commun, c'est un faisceau de trois choses. Donc c'est une ressource partagée. Cette ressource, elle peut être matérielle ou immatérielle. Je reviendrai après là-dessus. C'est un mode d'accès et les règles de partage de cette ressource. Et c'est une gouvernance de la ressource. Le rôle de la gouvernance, et c'est important qu'elle existe, sinon c'est pas, on n'appelle pas ça un commun, c'est d'assurer la pérennité de la ressource et son existence dans le temps. Donc voilà. Donc un exemple de commun, donc matériel cette fois-ci, ça va être par exemple un verger dans un village. Donc là la ressource, c'est des pommes. Ok. Le mode d'accès, ça pourrait être les gens ils vont se servir quand ils veulent des pommes. Ok. Mais il y a des règles de partage, c'est-à-dire que on peut pas venir et prendre toutes les pommes. On doit se limiter à, je sais pas moi, une pomme par jour par personne par exemple, histoire que tout le monde puisse en profiter et qu'il n'y ait pas des gens qui se disent bon ok, de toute façon ça sert à rien, il y a juste telle personne du village qui récupère tout, qui fait de la compote et qui la vend au marché, ça sert à rien que je refuse de payer des charges communales par exemple pour arroser le verger ou pour payer le salaire de quelqu'un qui s'en occuperait. D'accord. Donc les règles de partage, ça pourrait être aussi quelque chose de différent, ça pourrait être aussi que, par exemple, tout le monde s'en occupe un petit peu. D'accord. C'est quelque chose qui va vraiment marcher en commun, okay, qui va être autogéré, etc. Donc il y a plein de types de communs différents, mais c'est ces trois choses-là qui font que c'est un commun. Donc la gouvernance, ça pourrait être une association, d'accord. Ça existe par exemple avec des potagers urbains ou des jardins partagés, des choses comme ça. Ou ça pourrait être le conseil municipal du village, d'accord, qui décide. Et puis à ce moment-là, la gestion du commun, les grosses décisions, elles se prendraient pendant les élections, par exemple, pourquoi pas. En tout cas, le but de la gouvernance, c'est d'empêcher l'épuisement du commun. Donc d'accord, par exemple, qu'il n'y ait pas quelqu'un pendant l'hiver qui vienne et qui coupe les pommiers pour se chauffer chez lui. D'accord. Voilà, donc c'est ça, ça par exemple, c'est un exemple de commun matériel. Un exemple de commun immatériel, en fait, il y en a un que vous connaissez tous, Wikipédia. Donc là, la ressource, c'est quoi? C'est du savoir encyclopédique. On y accède par copie, d'accord. Donc c'est immatériel, donc on peut récupérer des données et elles sont encore. C'est comme si on prenait une pomme et qu'elle était encore dans l'arbre, d'accord. Donc oui, c'est ça qui est assez cool avec les choses immatérielles. Donc le principe d'accès à Wikipédia, c'est qu'on y accède en copiant la page. C'est-à-dire que quand vous accédez avec votre navigateur, en fait, votre navigateur télécharge une copie des données et les affiche, d'accord, par Internet. Ok. Donc, les règles, il y a une licence Creative Commons sur Wikipédia, donc qui dit que vous pouvez faire plus ou moins ce que vous voulez avec le texte du moment que vous citez que ça vient de Wikipédia, en gros, et que vous le partagez sous cette même licence. Et la gouvernance, là, elle a des formes multiples. Donc c'est quand je vous disais tout à l'heure que la gouvernance, elle peut être complexe. Sur Wikipédia, donc d'une part, on a la fondation Wikimedia. Vous avez déjà dû voir passer des appels aux dons avec la tête de Jimbo là, qui prend un tiers de l'écran en haut de Wikipédia. Donc la fondation Wikimedia, elle assure la pérennité des serveurs et de la bande passante derrière. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin qu'ils font des appels aux dons régulièrement. Mais c'est pas la seule gestion, c'est pas la seule gouvernance qu'il y a sur Wikipédia. Donc chaque encyclopédie, donc les encyclopédies dans Wikipédia, c'est les langues, a son mode de fonctionnement propre. D'accord. Donc il y a des petites langues où il va y avoir un ou deux admins qui vont avoir un peu des super pouvoirs, et puis il y a des langues où c'est des grosses encyclopédies, où il y a des modérateurs, des opérateurs, différents types d'utilisateurs qui vont permettre de régler les conflits par exemple, ou qui vont surveiller. Il y a des langues aussi où certains portails par exemple, tel domaine scientifique, et il y a quelques gens qui s'y connaissent assez bien, et qui surveillent régulièrement les mises à jour de ces pages-là pour vérifier qu'il n'y a pas une bêtise qui a été mise. D'accord. Et puis ensuite, de manière beaucoup plus décentralisée, chaque page Wikipédia a une page de discussion qui permet de prendre des décisions collectivement sur qu'est-ce qui doit aller ou non dans cette page, pour que ça reste de qualité. D'accord. Et donc là, c'est une gouvernance encore plus décentralisée sur des petits morceaux du commun. Voilà. Donc, alors il y a un truc avec les communs que des gens, je vais vous expliquer pourquoi on appelait la tragédie des communs, c'est que s'il y a un tricheur, il est gagnant, d'accord. Donc si on reprend l'exemple du verger, je vous avais dit, si quelqu'un vient et récupère toutes les pommes, et après fait de la compote et la vend au marché par exemple, donc, ou vient couper le bois, le commun il est asséché et il y a quelqu'un qui a gagné beaucoup,
D'accord? Ça veut dire que si on applique une stratégie très individualiste, et ben ce qui va se passer, c'est que le commun va mourir. D'accord? C'est pas un truc qui est pérenne, c'est un espèce d'équilibre, d'accord, comme ça. Alors, évidemment, c'est pas du tout. Alors, les gens qui ont fait ça, qui ont appelé ça tragédie des communs, c'est des économistes plutôt libéraux, d'accord, donc qui ont une espèce de modélisation de l'économie où chaque acteur agit comme un espèce de robot qui maximise son intérêt personnel au détriment de tout le reste, d'accord. Donc évidemment, c'est des modèles qui tiennent absolument pas la route dans le monde réel, qui nous amènent dans le mur régulièrement. Et donc c'est pas du tout une tragédie. Il y a plein de communs qui continuent très bien de fonctionner parce que, en vérité, les gens pensent pas qu'à leur gueule. Voilà. Et du coup, quand il y a un commun et qu'ils aiment ce truc-là, en fait, ils font en sorte que ça continue d'exister. Et ils préfèrent avoir des pommes pendant des années et des années plutôt que gagner plein de sous d'un coup maintenant tout de suite. D'accord? Et ça, c'est des choses que leur modèle économique prennent pas en compte. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça tragédie des communs, comme si c'était un truc inévitable. Ok? En fait, c'est pas du tout inévitable. Il y a plein de communs qui perdurent pendant des années, des années et des années. Donc par exemple Wikipédia. Alors, un truc qu'on peut se dire, c'est est-ce que cette tragédie des communs, ça peut arriver sur les communs immatériels, où il n'y a pas quelqu'un qui peut venir et tout prendre, parce qu'à chaque fois qu'il prend tout, en fait, juste il utilise de la bande passante. Mais bon, sur Wikipédia par exemple, les articles ils restent là, même si je les prends plein de fois, quoi. Et en fait, oui, ça peut. Alors je vais vous donner un exemple, et puis j'en prendrai d'autres peut-être après, je pense qu'il y a le temps. Donc je vais vous montrer dans un univers alternatif où on a un autre Wikipédia. Donc vous voyez, j'ai appelé ça Wikipédia avec un euro là. Où ça marche à peu près pareil, c'est-à-dire que tout le monde peut rédiger des articles et de temps en temps on doit tous un peu en corriger, d'accord. Donc ça fait partie du truc, c'est que quand on lit quelque chose et qu'on voit des erreurs, on doit un peu participer aussi à corriger, d'accord. Ça fait partie du contrat qu'on a, voilà. Mais pour lire un article, il faut payer, d'accord. Voilà. Donc là on doit payer 30 € par exemple pour lire un article, sachant qu'avant on a que le titre et peut-être le premier paragraphe qu'il y a avant le sommaire, d'accord, donc un espèce de résumé de l'article. Et basé sur ça, déjà, on doit payer si on veut le voir. Alors le problème, c'est qu'évidemment, quand on lit un article Wikipédia, il y a toujours des liens vers plein d'autres articles qui sont utiles pour comprendre le contenu de l'article qu'on est en train de lire. Donc du coup, il faut lire plein d'articles. Alors bon, c'est pas des gens qui veulent vous arnaquer trop non plus, donc il y a la possibilité de prendre des abonnements et vous gagnez plein de sous en prenant des abonnements vu que vous payez beaucoup moins que si vous payez 30 € par article. Donc par exemple des abonnements personnels au niveau des institutions où vous pouvez pour 5000 € par an accès en illimité à Wikipédia. D'accord? Donc si vous faites la division, ça fait vous pouvez regarder plein d'articles par jour, ça vous revient beaucoup moins cher. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui vous semble complètement absurde. Mais en vérité, c'est possible de mettre en place un système comme ça dans notre société actuelle. D'une part, c'est mis en place dans la recherche, je vous le montrerai tout à l'heure. Et d'autre part, faire une encyclopédie qui fonctionnerait sur ce modèle, c'est autorisé. Pourquoi c'est autorisé? Parce qu'on a un truc qui s'appelle la propriété intellectuelle qui existe et qu'on n'a pas encore aboli la propriété lucrative. Donc, y compris pas la propriété intellectuelle lucrative. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut s'approprier quelque chose qui a été créé en commun, d'accord, et en faire quelque chose qui va être profitable. Et pourquoi ça devient profitable? Parce qu'on crée artificiellement de la rareté. D'accord? Donc en fait, on a un commun immatériel, on a une ressource immatérielle où c'est comme si on avait un pommier où quand on prend une pomme, elle est encore dans l'arbre pour que quelqu'un puisse la prendre. D'accord? Et là, artificiellement, par des jeux de licence, de droits de propriété privée lucrative, on va dire que non, finalement, on va artificiellement détruire la pomme quand quelqu'un la prend pour qu'il y en ait un nombre limité et qu'on puisse faire du commerce avec. D'accord? Voilà. Alors ça vous semble complètement stupide, vous dites pourquoi quelqu'un voudrait faire ça? Parce qu'il y a des gens qui pensent effectivement comme ces économistes libéraux. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe dans la recherche. Alors comme je suppose que vous n'êtes pas tous et toutes complètement familières avec comment fonctionne la recherche, je vais vous expliquer très rapidement comment ça se passe. Donc c'est très schématique et les gens qui sont dans un domaine précis vont pas forcément y retrouver exactement ça, mais j'essaye de faire quelque chose qui marche pour un peu tout le monde, d'accord? Donc autant les sciences humaines que les sciences... on dit dur souvent, mais je préfère dire inhumaine et asociale, puisque les autres sont des sciences humaines et sociales. C'est ce que je fais moi, les sciences inhumaines et asociales, je fais de l'informatique. Donc, comment ça marche la recherche? D'abord, on cherche une question. C'est déjà une première étape, c'est que la question, elle n'est pas toujours là déjà dès le début. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui sont là, mais il faut déjà bien formuler la question, et c'est une bonne partie du boulot. Bon. Une fois qu'on a une question, on a compris quelle était la bonne prochaine petite étape à faire dans notre domaine sur lequel on fait de la recherche, et on cherche une réponse. Donc ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être écrire du logiciel, faire des expériences, faire des stats, rédiger, traduire quelque chose. Enfin bon, ça peut être plein de choses différentes. Ok. Et puis à un moment donné, on a des résultats.
Alors ces résultats, c'est pas forcément ce qu'on attendait, mais il y a un moment donné où on a quelque chose qu'on a envie de communiquer avec la communauté parce qu'on pense que ça fait un peu avancer le schmilblick. Ok. Donc ce qu'on fait, la communication scientifique aujourd'hui, elle est principalement par le biais de journaux ou de conférences. Mais je vais parler juste de journaux ou de revues dans le reste de la présentation, mais sachez que ça peut aussi être des workshops, des conférences, ça peut être plein de choses différentes, mais c'est la communication, la forme de communication est plus ou moins tout le temps la même. On rédige un article, d'accord, il y a des normes de rédaction d'articles selon les journaux, les conférences, etc. Et puis, une fois qu'on a rédigé l'article qui présente les résultats, on soumet cet article donc à une revue. D'accord. Donc cette revue, c'est pas un truc qui existe pas comme ça, qui est dans l'éther, c'est un ensemble d'autres personnes, d'accord, d'autres chercheurs et chercheuses qui se sont mis ensemble, qui ont formé un comité éditorial, d'accord, qui vont réceptionner votre article, qui vont le relire ou le faire relire à des experts de votre domaine, donc on appelle vos pairs, d'accord, et qui vont juger de la qualité de l'article au sens de est-ce que c'est effectivement nouveau, est-ce que c'est pas quelque chose que la personne ou les personnes qui ont rédigé l'article ont raté, qui existait déjà par ailleurs. Est-ce que c'est rigoureux? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur manifeste dedans, etc. Et est-ce que aussi ça correspond bien au sujet de la revue ou de la conférence? Et à ce moment-là, on va accepter l'article si on n'a pas atteint la limite et que les autres ne sont pas meilleurs que lui. D'accord? Meilleur dans un sens absolument pas objectif, évidemment, parce que c'est très difficile de juger de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et que c'est souvent ça. Donc, à ce moment-là, une fois que l'évaluation par les pairs est faite, cette évaluation par les pairs, elle peut faire des allers-retours aussi avec les auteurs. Il peut y avoir on va vous accepter, mais il faut d'abord faire ces corrections-là, ou on voudrait cette expérience en plus pour confirmer ce résultat, etc., avant d'être accepté. Et ensuite, on a la publication de l'article. Alors, publication, je l'ai mis entre guillemets, parce que vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Le truc, c'est qu'en fait, souvent, la publication de l'article, ça consiste à dire, il y a une grosse maison d'édition, d'accord, qui possède la revue, ok. Et en fait, elle va dire « Ok, je diffuse ton article et je le mets dans ma revue, mais en échange, tu me cèdes tes droits d'auteur. » Ok. Et donc, on a les chercheurs qui ont fait le travail, ils cèdent leurs droits d'auteur à la revue, et la revue, du coup, va pouvoir distribuer, c'est-à-dire vendre cet article-là. Et donc, c'est là qu'on va se retrouver avec une page web où il y aura le titre et l'abstract, donc le résumé de l'article. Et il faudra, pour accéder à un PDF de, 6 ou 10 pages, payer 30 €, 40 €, 60 €. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe. Donc c'est pour ça que j'appelle ça publication, parce que publication, vraiment, ça veut dire rendre public. Et là, on voit que c'est un peu plus compliqué que rendre public, c'est pas tout à fait public. Donc en fait, on est dans une situation où on a un coût qui est public et des bénéfices qui sont privés. Parce qu'on est exactement dans la situation dont je vous parlais tout à l'heure, où on a une appropriation privée d'un travail commun, collectif et public. C'est-à-dire que la recherche, c'est financé sur argent public. En France, très très majoritairement, mais même aux États-Unis où les universités sont pour beaucoup privées, en fait, elles sont vachement financées par les États, pas l'État fédéral, mais les États. Voilà. Donc la situation, c'est quoi? Donc on a de l'argent public qui finance la recherche, les résultats qui sont privatisés. Ok. Et ensuite, ils sont rachetés par de l'argent public. Parce qu'évidemment, pour faire de la recherche, on a besoin d'avoir les papiers des autres chercheurs. Ok. Et donc, du coup, on a des labos publics qui financent de la recherche, des maisons d'édition qui privatisent ces résultats et qui les revendent aux labos publics. D'accord. Et c'est comme ça que ça se passe pour de vrai. Ok. Donc, pour vous donner une ordre d'idée de à quel point c'est choquant, ah oui, un autre truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que y a de la recherche dans le privé, ça existe, mais en fait, si on regarde par exemple les mécanismes genre en France qu'on a pour financer ce genre de choses-là, donc il y a le crédit impôt recherche, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En gros, déjà le crédit impôt recherche, c'est majoritairement accaparé par des grosses boîtes du CAC 40 qui font pas du tout de la recherche avec, qui ont juste des bons avocats qui leur permettent de récupérer ça. Et quand c'est dans des PME, en fait, il faut savoir que c'est conditionné souvent, alors pas que, mais c'est souvent le bon critère pour l'avoir, c'est que quelqu'un soit docteur dans l'entreprise, donc quelqu'un qui a fait une thèse et qui a passé son doctorat. Et en fait, le crédit impôt recherche va quasiment rembourser son salaire à cette personne-là. D'accord, à l'entreprise. Donc ça veut dire que même quand c'est de la recherche qui vient de l'industrie, en fait, c'est très majoritairement financé par de l'argent public. Voilà, c'était juste pour préciser ça. Donc quelques chiffres que j'ai pu récupérer au fur et à mesure de ma carrière académique. Donc à l'ENS par exemple en 2011 j'avais réussi à récupérer les chiffres. Depuis les chiffres sont un peu plus compliqués à récupérer parce qu'il y a un consortium national qui achète pour tout le monde et donc c'est plus compliqué à récupérer.
Et un autre truc aussi, c'est qu'évidemment, les contrats avec les maisons d'édition sont secrets. Donc il y a des clauses dans ces contrats qui interdisent aux bibliothécaires de révéler les montants. Mais bon, donc j'avais réussi à me procurer quelques documents, donc en étant dans des conseils d'administration ou des choses comme ça. Et donc pour l'année 2011, les dépenses documentaires de l'ENS, c'est environ 1 million d'euros. L'ENS, c'est tout petit, d'accord, en termes de taille. Et en plus, ils ont plein de labos qui sont ce qu'on appelle des UMR, des unités mixtes de recherche, où ils profitent en fait des abonnements aussi de prises par les autres universités. Donc par exemple, Jussieu, etc. Donc Paris 6, d'accord. Et Paris 6, par exemple, 1 million d'euros, c'est juste pour le Elsevier, donc le plus gros éditeur. Ils ont d'autres abonnements à côté. Okay. Le CNRS en 2013, c'était plus de 30 millions d'euros. C'était 36, mais les autres années, c'est environ 30. Donc là, mais c'est la première année où je l'ai vu, c'était 36. Donc c'est environ 30 millions d'euros par an de dépenses documentaires au CNRS. D'accord. Donc je sais pas si vous imaginez le nombre de bourses de thèse qu'on pourrait financer avec cet argent-là chaque année, le nombre d'infrastructures qu'on pourrait payer, le nombre de choses qu'on pourrait faire avec cet argent-là, et qui en fait est juste de l'argent public qui est donné à du privé pour un service rendu qui est très minime. Je vais vous parler un peu plus de ça après. Puis d'autres exemples pour vous montrer comment ça évolue dans le temps. Donc à Télécom Paris Tech, là où j'ai fait ma thèse, entre 2009 et 2014, comme c'était trop cher, la bibliothèque universitaire pouvait plus payer tous les abonnements, ils ont divisé plus que par 2 la quantité d'abonnements papier qu'ils ont récupérés. Et en échange, pour que les gens puissent continuer d'avoir accès aux choses, ils se sont abonnés électroniquement, donc en accès par internet. Mais ils n'ont pas tout repris. Donc ils ont fait plus un tiers à peu près d'abonnements électroniques. C'était trop cher de tout reprendre en version électronique. Ok. Et pendant ce temps-là, donc on a moins d'abonnements. Ok. Et sur cette période-là, le coût de l'abonnement Reed Elsevier, il a monté de 21%, ensuite Springer de 32% et Lit3E carrément de 61% l'abonnement. Alors comment ils justifient ça ? Officieusement, c'est nos actionnaires en veulent plus et il faut maintenir leurs profits. Et officiellement, c'est oui, mais vous avez publié plus de papier au niveau mondial, donc on a plus de choses dans notre offre, donc il faut payer plus cher. Okay. C'est jamais rentabilisé assez, des choses qu'ils n'ont pas produites eux. Voilà. Donc finalement, et puis en face de ça, donc il y a la ruine des bibliothèques universitaires d'un côté, et puis en écho à ça évidemment, vous voyez par exemple Reed Elsevier, donc les chiffres d'affaires en milliards de dollars au niveau mondial. Donc ça c'est le chiffre d'affaires, donc c'est tout l'argent qui rentre. Ça c'est les bénéfices. Donc évidemment quand on vend des choses qu'on ne produit pas, les bénéfices sont assez colossaux. Et vous avez des magazines, donc il y avait un magazine américain qui s'appelle The Economist ou un truc comme ça, donc qui est pas un truc de gauchiste, hein, vous avez compris, qui disait en gros que en fait les meilleurs placements c'est dans les éditeurs scientifiques qu'on peut faire parce qu'ils ont des taux que en fait on peut avoir ces taux là que dans genre les business illégaux type drogue, etc. de retour sur rentabilité, parce qu'en fait ils décident combien leurs clients doivent payer, ils n'ont pas à acheter la matière première, c'est le client qui les fournit, et ensuite le client est obligé de payer ça parce qu'ils peuvent pas s'en passer. D'accord ? Et on a un truc où c'est de l'argent public, mais il n'y a pas de marché public, puisque avec la propriété intellectuelle, les articles ils sont chez qu'un éditeur. Donc si on veut accéder à cet article, on est obligé de prendre l'abonnement de cet éditeur. Et si on veut accéder à un article d'un autre éditeur, il faut aussi prendre l'abonnement de l'autre éditeur. On ne peut pas dire on va prendre le moins cher. Donc il n'y a pas d'appel d'offres, etc., comme ça peut se faire pour certains autres trucs. Donc le rôle des maisons d'édition, c'est quoi ? Historiquement, il y avait la mise en page des articles, mais ça c'est de moins en moins vrai aujourd'hui avec des outils comme LaTeX ou même LibreOffice ou la suite Office de Microsoft, etc. Il y a des choses qui sont assez puissantes pour que les éditeurs nous fournissent juste un modèle de fichier, un template, et on n'a plus qu'à remplir et tout se passe bien, d'accord ? Distribuer le plus largement possible les articles, ça c'est un vrai travail, comme la mise en page des articles, surtout à l'époque où il n'y avait pas internet. Donc c'est-à-dire que votre article, il fallait l'imprimer et l'amener dans toutes les BU du monde. D'accord ? Donc dans toutes les bibliothèques universitaires du monde, ça avait un vrai coût. D'accord ? Et c'est comme ça que l'inertie de cette espèce de schmilblick s'est mis en route. D'accord ? C'était pour ce service-là. Gagner de l'argent, ça c'est des entreprises privées, hein, c'est toujours ça. Et puis faire connaître les chercheurs, puisque c'est eux qui diffusent leurs résultats. Il y a ce rôle-là. On va voir que c'est assez problématique. Donc la mise en page des articles, je vous ai dit, aujourd'hui, les chercheurs font ce travail eux-mêmes. D'accord ? Distribuer le plus largement possible, aujourd'hui avec Internet, c'est assez trivial. D'accord ? Héberger un PDF, ça coûte pas beaucoup d'argent. Ok ? Gagner de l'argent, ça, vous avez vu, ça se passe assez bien, c'est bon, on va pas trop en parler. Et puis faire connaître les chercheurs. Alors là, il y a un petit souci dont je voudrais aussi vous parler. Bon, alors pour ça, en fait, il faudrait un petit peu peut-être faire un petit détour historique, mais je sais pas si j'ai le temps.
En gros, on va dire que dans la recherche comme ailleurs, on a une espèce de tendance à faire rentrer du néolibéralisme dedans, c'est-à-dire du management par les chiffres. Ok, donc on veut avoir des petits chefs qui doivent pouvoir mesurer est-ce que ce chercheur ou cette équipe est efficace ou pas. D'accord. Sachant que évaluer de la recherche c'est très compliqué, c'est pas pour rien que la revue par les pairs c'est un processus long, etc. Mais donc ces gens-là ils veulent des indicateurs. D'accord, donc c'est tout à l'heure on parlait du quantified self, là c'est un peu le même délire, d'accord, de cette espèce de vouloir avoir des chiffres sur tout, ok, alors que c'est pas toujours possible. Et donc typiquement, ils ont inventé des trucs ils ont réutilisé des trucs de bibliométrie. Donc à la base, la bibliométrie, ça a été inventé par justement parce que ça commençait à coûter trop cher les abonnements. C'est les bibliothécaires qui ont dit, bon, on va essayer de mesurer quelles sont les revues auxquelles il faut qu'on s'abonne parce que effectivement nos chercheurs les lisent. D'accord. Donc comment ils ont fait ça? Ils se sont dit genre bon, alors il y a des revues qui lisent beaucoup, on voit que c'est beaucoup accédé, ils nous les demandent beaucoup, mais finalement peut-être que ça leur sert à rien. Donc à chaque fois ils sont déçus. Donc ils ont dit les bibliothécaires, on va essayer de trouver une autre mesure. Et en fait finalement ils ont pris le nombre de fois où un papier est cité dans d'autres articles. Ça veut dire que ce papier a effectivement été utilisé et utile, alors peut-être en négatif, mais au moins il est utile, d'accord, pour un autre article. Ok. Et en fait, il y avait une mesure comme ça qui existait toute faite. Et du coup, les néo-managers, là, ils se sont dit, on peut réutiliser ça, c'est super. Et donc, en fait, maintenant, ils évaluent les gens. Et donc, dès qu'il y a une bureaucratie comme ça qui se met en place, on a un système qui est complètement dénaturé. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est avoir beaucoup de publications. Pas des publications de qualité, il faut avoir beaucoup de publications. D'accord? C'est ça qui va compter plus qu'autre chose. Et donc, du coup, les équipes, les labos, les chercheurs et chercheuses sont jugés sur grosso modo quelque chose qui correspond à leur nombre de publications, ce qui encourage à saucissonner les articles, d'accord, c'est-à-dire prendre un résultat et dire bon on va couper ce sous-résultat, on va le publier là, ce sous-résultat on va le publier là, etc. Ce qui évidemment n'est pas du tout scientifiquement valable, mais en plus donne plein de dérives, d'accord. Donc j'en parlerai un petit peu après des dérives, mais donc évidemment cette bibliométrie du coup, ça fait aussi qu'on regarde par exemple où c'est qu'on a publié, parce qu'il y a des revues qui sont plus prestigieuses que d'autres. Elles sont plus anciennes, il y a eu plus de résultats, elles ont été beaucoup citées, donc du coup elles sont beaucoup achetées, du coup beaucoup lues. D'accord. Et du coup c'est plus la classe d'avoir publié là-dedans que ailleurs. Ok. Et le problème c'est que comme c'est les maisons d'édition qui détiennent les revues, et pas les chercheurs, ok, et on se retrouve dans une situation où ça arrange les maisons d'édition d'avoir cette bibliométrie et de détenir des revues qui sont très classes où les gens veulent publier, puisque du coup ça va être plus acheté. Ok. Et donc ce qui se passe, c'est que c'est les maisons d'édition qui font en sorte qu'on pousse à fond la bibliométrie, donc l'évaluation des chercheurs, l'évaluation quantitative des chercheurs. Ok, et par exemple, on a des outils qui sont vendus par les maisons d'édition, donc Scival, Scopus, Web of Science et des choses comme ça, qui sont en fait des outils de marketing pour elles, mais qui servent aux agences de moyens, aux agences de notation, etc., à évaluer les chercheurs, d'accord, et qui sont en fait au final détournés pour être des outils qui sont que utiles au marketing des maisons d'édition. Et en fait, ce qui se passe quand on fait ça, alors c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais en quelque sorte, un chercheur ou une chercheuse, ça produit du savoir. D'accord ? Et donc, le moyen de production de ce savoir principal, c'est la diffusion du savoir. Ok ? C'est ça, le savoir, sinon, il est complètement inutile s'il n'est pas diffusé. Et donc, finalement, ce à quoi on a assisté historiquement, c'est une espèce de prolétarisation, je le mets vraiment entre guillemets parce qu'on est quand même dans des conditions qui sont pas celles d'ouvriers en usine quand on fait de la recherche, mais une espèce de prolétarisation de la recherche puisqu'on est dépossédé de nos moyens de production. C'est-à-dire que les moyens de production qui sont les revues, qui à la base étaient gérés par des chercheurs dans les sociétés savantes ou des choses comme ça, se sont fait racheter systématiquement par des grosses maisons d'édition qui les possèdent et font de la marchandisation avec. Et finalement, on occupe presque des emplois fictifs en fait. C'est-à-dire qu'on est rémunéré par une université, mais qu'on fait gagner de l'argent à des... on est rémunéré même par l'État, et on fait gagner de l'argent à des sociétés privées. D'accord ? Donc c'est exactement ça les emplois fictifs. Les emplois fictifs, c'est pas que les gens travaillent pas. Les emplois fictifs, c'est que à la mairie de Paris, il y a des gens qui bossent pour le RPR. D'accord ? Et qui sont payés par des emplois de la mairie. C'est ça les emplois fictifs. Ok ? Donc là, on est un peu dans cette situation-là. Et en plus, on a une espèce d'aliénation qui va avec, où les gens cherchent de plus en plus à publier. Et leur but, c'est pas de trouver un nouveau résultat, c'est d'avoir une nouvelle publication. Donc c'est une aliénation au sens où on n'a plus le sens de ce qu'on fait, on va juste des petites étapes, comme ça. Okay. Donc, voilà, donc je vous ai parlé de beaucoup de choses, mais j'avais commencé à vous parler, d'accord, de combien ça coûte à la société, tout ça, de combien d'argent public on dépense plusieurs fois donc pour le même travail.
Mais finalement, ce coût en euros, surtout pour nous, on est dans un pays riche, c'est un symptôme plus qu'un vrai problème. D'accord ? Le vrai problème fondamental, c'est l'accès citoyen à cette recherche. Alors bon, quand moi je développe un nouvel algorithme ou je sais pas quoi, bon, les gens ils s'en foutent, quoique il y a peut-être quelques startups que ça pourrait intéresser. Mais surtout dans médecine, en biologie, il y a des choses qui pourraient être très utiles d'avoir, donc sur les maladies rares, les choses comme ça, où c'est important que les citoyens peuvent y accéder, puissent y accéder. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pas du tout possible parce que bah, voilà, un papier ça s'appuie sur plein d'autres et que quand on a quelqu'un dans la famille qui est déjà atteint d'une maladie qui coûte très cher, bah, on peut pas en plus se payer le luxe d'apprendre des abonnements à toutes les revues qui vont être utiles pour ça. D'accord. Évidemment, pour l'égalité entre les étudiantes, les chercheurs et dans les universités du monde entier, bon alors ça c'est déjà vrai en France, hein. Donc moi je suis à Paris 8, c'est à Saint-Denis dans le 9-3. Je suis dans un département d'informatique, bah, on est abonné à aucune revue d'informatique. Il n'y a pas les sous. D'accord. Voilà. Bon, alors c'est pas grave, hein, parce qu'on a genre Sci-Hub, etc. Donc de toute façon, on arrive à y accéder. Donc Sci-Hub, c'est un système de piratage de publication. Donc c'est bon, ça marche, quoi. Mais on n'est pas abonné et les étudiants, ils n'y ont pas officiellement accès à toute cette connaissance. Alors que dans d'autres universités plus riches, donc par exemple la Sorbonne Université, eh ben, y a ces abonnements. D'accord. Donc là, je vous parle de juste en région parisienne, mais imaginez ce que c'est entre la France et les pays émergents. D'accord. Et ça veut dire que dans les pays émergents, on a peut-être des gens qui essayent de faire de la recherche et on passe à côté de découvertes phénoménales parce qu'ils n'ont pas le matériel de base. D'accord. Donc ça, c'est très problématique. Donc il y a plein d'opportunités manquées. Puis bon, après, si vous êtes dans cette ambiance-là, moi, c'est pas trop mon cas, mais on peut penser à toutes les startups qui pourraient utiliser ces choses-là pour faire du business et qui peuvent pas du coup là. Voilà. Donc, en réaction à ça, ce dont je viens vous parler, le libre accès. D'accord. Donc le libre accès, c'est quoi? C'est la mise à disposition des publications et des données de la recherche en accès libre, gratuit et illimité sur Internet, sans restriction de paiement, d'abonnement, pris auprès d'éditeurs ou de sociétés savantes. Donc c'est une définition sur laquelle à peu près tout le monde est d'accord. Le problème, c'est que c'est une définition très large. D'accord. Ça veut dire qu'il y a plein de façons de faire du libre accès qui va correspondre à ça. Donc je vais vous présenter les trois voies principales qui existent aujourd'hui. Donc il y a ce qu'on appelle la voie verte ou l'auto-archivage, où là c'est qu'en fait on continue d'utiliser le circuit de publication normal, mais les chercheurs, les auteurs des articles et les autrices des articles vont aussi déposer dans des dépôts, alors soit institutionnels, soit nationaux, soit de leur université, soit disciplinaires, d'accord, vont mettre leur travail en accès libre. Donc par exemple, vous avez un nouvel article qui est accepté, bah, vous allez aussi le mettre sur une archive d'articles de votre discipline sur laquelle les gens peuvent y accéder. D'accord. Et là, ça va être disponible en libre accès en plus de... Alors évidemment, les éditeurs sont pas très contents de ce genre de choses-là, donc ils mettent des périodes d'embargo. Par exemple, ça peut être... ça a été pendant longtemps, par exemple 48 mois chez Elsevier, avant qu'on ait le droit de mettre l'article en ligne gratuitement. D'accord. Avec des exceptions, genre si c'est sur votre page web et que comme ça les gens n'arrivent pas à le trouver, c'est bon. Voilà. Mais donc en France, on a la chance là depuis la loi République numérique que maintenant le délai d'embargo il est maximisé par la loi à 6 mois pour les sciences inhumaines et asociales et 12 mois pour les autres disciplines. D'accord. Donc ça c'est assez cool. Alors par contre, c'est assez flou dans les textes de la loi sur qu'est-ce qui est concerné par ça. Donc ça concerne les périodiques publiés au moins une fois par an. Donc typiquement les monographies, donc les livres, c'est pas inclus. Alors qu'il y a plein de livres qui sont écrits par des chercheurs, surtout en sciences humaines et sociales, ils publient beaucoup comme ça. Et puis nous en informatique, on publie beaucoup dans des conférences. Alors les conférences, c'est effectivement des publications qui sont tous les ans. Mais chaque conférence, c'est par exemple, truc machin 2017, truc machin 2018, truc machin 2019. Du coup, c'est pas un périodique qui est publié tous les ans. C'est pas le journal of truc machin. D'accord. Et du coup, c'est peut-être pas couvert. Alors, il faudrait essayer de l'utiliser, d'attendre qu'il y ait un éditeur qui porte plainte et de faire une jurisprudence pour voir comment le juge interprète la loi. Mais bon. Voilà. Donc, en pratique, les gens, je pense, ceux qui le font, qui font comme si ça marchait et qui le faisaient déjà avant quand ils n'avaient pas le droit, il n'y a pas trop de problème. Donc ça arrive que les éditeurs poursuivent des institutions ou des individus, mais c'est assez rare parce que ça leur ferait quand même une assez mauvaise presse, quoi. Donc ça, c'est la voie verte, c'est l'auto-archivage. Alors,
sur ça, il faut faire attention. Il y a des startups là, Academia.edu et ResearchGate, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. C'est pas des dépôts pérennes, d'accord? C'est des gens qui cherchent un business model, qui peuvent se faire racheter à tout moment. C'est pas du dépôt voie verte, ça. C'est du réseau social. Je sais pas, c'est comme si vous mettiez des posts sur Facebook, d'accord? Sauf que c'est un truc soi-disant dédié à la recherche. Il y a déjà SSRN, donc Social Science Research Network, qui s'est fait racheter. Mendeley aussi. Et l'éditeur qui l'a racheté, du jour au lendemain, a supprimé tous les articles qui étaient de chez lui, pas les autres. Par exemple. D'accord? Donc, c'est pas du tout un truc pérenne, ça compte pas comme du libre accès, pour moi. Ok? Donc ensuite, on a ce qu'on a appelé la voie dorée, où là, l'idée, c'était de dire, bah voilà, on publie dans le journal, et directement, c'est en libre accès sur le site de l'éditeur. Et ça, c'était bien, donc on appelait ça doré, parce que c'est stylé. Le problème, c'est que les éditeurs, ils ont dit, ah oui, d'accord, mais alors, c'est les auteurs qui payent. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui confondent open access et je paye pour publier. Ils ont réussi ce coup-là parce que, ben, évidemment, vous pensez bien qu'avec tous leurs millions d'euros, il faut bien qu'ils fassent quelque chose et ils font notamment beaucoup de lobbying. Donc, vous avez par exemple dans le financement de la recherche qui malheureusement se fait de plus en plus par projet et plus sur financement pérenne dans les labos. Donc, ça veut dire qu'on perd beaucoup de temps à faire des projets et la plupart du temps ça échoue parce que, bon, bref. Voilà, mais dans les financements par projet de la recherche, par exemple au niveau européen qui distribue des énormes bourses de plusieurs millions d'euros parfois de recherche. Maintenant, il y a grâce au lobbying des maisons d'édition, il y a une partie de cet argent qui est fléchée pour payer les charges liées à la publication, pour que ce soit en libre accès, parce que tout le monde est d'accord qu'il faut faire du libre accès. D'accord, tout le monde est d'accord qu'il faut que les articles soient en libre accès. C'est juste que les maisons d'édition vont expliquer genre ah oui mais nous ça nous coûte beaucoup d'argent, comment on va faire pour faire gagner à nos actionnaires enfin, ils disent pas ça comme ça hein, mais comment on va faire pour maintenir le taux de profit de nos actionnaires. Donc maintenant ça veut dire qu'il faut que les auteurs payent. Ok. Donc ça a été un peu dévoué. Donc finalement ça coûte trop cher en fait ce méthode-là. On pourrait dire même dans un pays comme la France on a assez d'argent, on va le faire, c'est pas grave, allez on paye comme ça. Mais en fait le CNRS produit tellement de papier que s'il devait payer, parce que c'est cher hein, les frais c'est genre 3000 euros, 5000 euros pour publier un papier hein. Un papier qui coûtait 30 euros avant individuellement et qui va peut-être être lu 10 fois quoi, dans sa vie. Et encore, ça c'est un papier qui a du succès déjà quoi. Ouais, donc c'est très très cher et ça serait pas vivable pour des institutions qui publient beaucoup. Et donc, en réponse à ça, il y a une certaine mouvance dont je fais partie qui propose ce qu'on appelle la voie diamant. Il y a des gens qui parlent aussi de voie platinum ou de faire open access. Où là, l'idée c'est de faire de la recherche en commun. D'accord, donc les communs dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, il y a les auteurs ne payent plus, les lecteurs ne payent plus, et on essaye de gérer ça en commun avec des ressources publiques. Ok. Quand je dis public, ça peut être des ressources communes, pas forcément publiques au sens de étatique. Ok. Donc là, c'est quand même beaucoup plus précis. D'accord. Ce qu'on veut faire, c'est plus sur le libre accès. D'accord. On veut faire de la recherche en commun. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de faire de la recherche en commun? Ça veut dire que on se dirige vers une abolition de la propriété lucrative de la connaissance, en tout cas de cette connaissance-là. Ok. Et en même temps, du coup, c'est pas juste ça, c'est aussi qu'on va faire en sorte que les chercheurs et les chercheuses se réapproprient leurs moyens de production. Donc, c'est-à-dire les outils de diffusion de la connaissance, c'est ça leur cœur de métier. Ok. Donc, on va voir comment ça marche. Tout simplement en faisant l'exercice. Donc je vous ai dit en commun c'est 3 choses, c'est une ressource, un mode d'accès, des règles de partage et une gouvernance. Donc la ressource c'est quoi? C'est les résultats de la recherche, d'accord? Donc des articles, des données, des logiciels, voilà. Ça peut être des données brutes, ça peut être des données traitées, ça peut être des images, des traductions, ça peut être plein de choses, d'accord? Le mode d'accès, c'est pas parfait mais c'est ce qu'on fait de mieux, accès via internet, ok? C'est ce qu'on a de plus universel, c'est pas complètement universel mais c'est comme ça qu'on s'en rapproche le plus, sachant qu'il y a plein de problèmes de barrières de langue etc hein, parce que par exemple on publie en anglais, bon voilà, donc c'est pas parfait hein, je dis pas que c'est parfait mais si on utilise des licences libres les gens ils auront le droit de traduire ce qu'ils n'ont pas le droit de faire actuellement. On utilise des logiciels et des licences libres évidemment parce que ça sert à rien de sortir du cage pour rentrer dans une autre. Et la gouvernance c'est quoi? Là le principe ça va être que les auteurs et les autrices conservent leurs droits d'auteur ou leur copyright selon la législation. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, le but, d'accord, quand moi je publie un article, mon article il peut être vendu genre 1 million de fois, je touche pas 1 centime de plus, d'accord? Moi mon salaire il est fixe, il est payé par l'État sur une grille de fonctionnaires, d'accord? Je suis échelon 3, maître de conférence classe normale, je touche 2000 euros par mois, un peu plus, c'est comme ça, d'accord? Donc
je peux produire autant d'articles que je veux ou ne rien publier, je suis payé pareil. Ok. Donc ça veut dire que moi, mon intérêt quand je produis un article, c'est juste qu'il soit lu. Okay, c'est que si j'écris un article et que je me fatigue à le faire publier, à le mettre en forme, à faire la recherche qui va permettre d'y aboutir, etc., c'est que je pense que c'est important. Et mon intérêt en tant que chercheur, c'est que mon article soit lu, c'est qu'il soit disponible le plus possible. Donc ça veut dire qu'en gros, mes intérêts personnels sur cet article, ils sont alignés avec ceux de la communauté. Ok. Et donc ça veut dire qu'en gros, la gouvernance d'un commun pour la recherche, ce qu'elle dirait, c'est que les auteurs conservent leur droit d'auteur, leur copyright, ils ne le cèdent plus. Parce que c'est eux qui vont dire, bah oui, non, c'est moi qui décide pour cet article et il est disponible, forcément. D'accord ? Ils n'ont aucun intérêt à le rendre privé. Ok ? Les comités éditoriaux détiennent les revues. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'actuellement, les revues, elles sont détenues par la maison d'édition. Donc par exemple, vous avez, je sais pas, prenons un exemple, le journal de Passage en Seine, d'accord, qui est détenu par Elsevier, ok. Et ben en fait, donc les organisateurs de Passage en Seine, du coup, eux ils bossent, ils acceptent les conférences, ils prennent les articles, ils font en sorte que ça soit un tout cohérent, ils organisent la conf, etc. Et à la fin, c'est l'éditeur Elsevier, d'accord, qui va récolter tout l'argent que vous avez payé pour venir à Passage en Seine, du coup. Donc bon, là heureusement c'est gratuit, c'est pas le cas, hein, mais on imagine dans le modèle là. Et un jour, les organisateurs de Passage en Seine, ils sont pas contents. Ils disent non, mais finalement, nous on veut faire du libre accès, on veut déjà rendre la conf, les conférences gratuites, et puis on veut faire en sorte que tout continue de fonctionner. Et là, l'éditeur il leur dit oui, mais c'est moi qui détiens la revue, donc t'as pas le droit d'utiliser le nom Passage en Seine. Et du coup, ils sont obligés de partir et de faire un, je sais pas moi, passage en bord de l'eau, d'accord ? Voilà, pour faire un autre truc qui va. Et du coup, ça veut dire aussi qu'ils perdent leur évaluation qui existait. Donc, je vous avais parlé des évaluations bibliométriques là. Donc, ça concerne les chercheurs, les équipes, mais aussi les revues, les conférences, les journaux. Et ça veut dire que les gens vont pas vouloir publier dans la nouvelle truc. Alors, les gens pourraient se dire, mais si c'est bon, moi je suis bien installé, je suis un vieux chercheur, je peux utiliser tout mon crédit, etc. J'ai plus besoin de faire avancer ma carrière, j'ai plus besoin de réussir à obtenir un poste parce que sinon je vais de contrat précaire en contrat précaire, etc. Donc je peux moi publier dans la nouvelle revue pour la faire monter petit à petit et dans 3-4 ans, elle aura pris la place de l'ancienne. Le problème c'est que les vieux chercheurs ils publient jamais tout seuls en fait, ils publient toujours avec leur padawan, leur thésard. D'accord ? Ou leur thésarde. Et du coup, ça voudrait dire qu'ils sacrifient une génération ou deux de thésards pour arriver à faire en sorte que la nouvelle revue marche bien. D'accord ? Donc ça, c'est très problématique. Et du coup, on a une espèce de problème de poule et d'œuf où le fait que le moyen de diffusion soit détenu non pas par les gens qui par ses utilisateurs en fait, donc que ce soit pas une propriété d'usage mais une propriété lucrative externe, et ben ça nous empêche complètement de faire une transition vers du libre accès. Okay. Alors il y a des gens qui le font, qui montent des nouveaux trucs et ça démarre doucement, c'est des échecs dans certains cas, des succès dans d'autres, mais c'est un énorme frein en tout cas, le fait que les revues soient possédées par des entités économiques externes qui ne sont pas les comités éditoriaux. Et les comités éditoriaux n'existent même pas officiellement. La plupart du temps, c'est une association de fait, mais c'est pas une association légale. C'est juste les gens qui disent bah oui, je fais partie de telle revue. Mais la revue est possédée par un et ils ont pas de contrat, ils sont pas payés pour ça, etc. D'accord ? Ça fait partie de leur travail de chercheurs ou de chercheuses d'animer leur communauté, etc. Okay. Donc il faut que les comités éditoriaux se dotent d'une existence légale et détiennent la revue. Voilà. Donc, c'est pas complètement un truc utopiste dont je vous parle. C'est une idée qui est réaliste et qui a un coût nul, quasiment. D'accord ? Donc pourquoi ça a un coût nul ? Parce que les infrastructures, elles existent déjà pour faire ce genre de choses. Les dépôts institutionnels et disciplinaires, donc comme HAL, Archive, l'IPRIN de l'IACR, enfin je vais pas tous vous les citer, Zenodo, etc. Il y en a plein des dépôts, d'accord ? Ils existent déjà, les infrastructures sont là, on peut organiser des journaux dessus, on peut poser des articles, ils sont déjà accessibles, c'est déjà payé par de l'argent public, d'accord ? C'est déjà là, c'est pas un truc qu'il faut monter et qu'il faut payer en plus. D'accord, le temps qu'on arrête de payer les abonnements, c'est un truc qui est déjà là. Les plateformes libres de revues par les pairs, donc plateforme, donc par exemple OCRP, ça permet d'organiser des conférences. OJS, c'est Open Journal System, c'est un truc qui permet de faire un journal et c'est une espèce de CMS, donc de WordPress ou Joomla, je sais pas comment vous voulez appeler ça, mais dédié aux journaux scientifiques. D'accord ? Donc avec des modules qui permettent de gérer la revue par les pairs, l'anonymisation, enfin tout un tas de choses qui sont utiles pour gérer un journal.
Au niveau du cadre légal, ce qui se passe en recherche, hein, c'est de fait ce qu'on utilise comme licence. Ça serait une licence Creative Commons attribution, c'est-à-dire que vous pouvez réutiliser des résultats d'un article, vous pouvez construire dessus, vous pouvez en citer des passages, mais vous citez les auteurs. C'est la règle du jeu. Ok, bon, c'est legit, hein, voilà. Bah du coup, la licence, elle existe déjà, donc on pourrait utiliser celle-là. Les associations à but non lucratif, ça existe dans quasiment tous les pays, donc les comités éditoriaux pourraient se doter, par exemple en France, de l'association de loi 1901, d'accord, ou 1900, je sais plus combien, là où il y a le Concordat, là, dans l'Est. Voilà, ça existe déjà, on peut déjà le faire, ok. C'est très simple de rédiger des statuts d'une association qui disent, bah on est un journal scientifique. Et puis, comme je vous disais, il y a déjà des gens qui commencent à le faire. Donc, il y a ce qu'on appelle les épi-revues. Le principe des épi-revues, c'est de dire, bah, en fait, la soumission de l'article, c'est le dépôt de l'article dans une archive institutionnelle, d'accord, donc un truc pérenne, etc. Donc, HAL, par exemple, c'est adossé au CNRS. Et ensuite, on fait de la revue par les pairs, ok. Et une fois que cette revue elle est faite, ben, l'article il a été modifié hein, forcément un petit peu, il y a eu des suggestions d'amélioration qui ont été faites, ben, on met à jour l'article sur les dépôts, parce qu'en plus, contrairement aux versions qui sont chez les éditeurs privés, dans ces dépôts-là, les articles ils peuvent avoir plusieurs versions. Et donc on peut voir par exemple, on peut dire bah, la version qui a été acceptée, qui a été relue par les pairs et acceptée par la revue, c'est celle-là. Mais après, on peut voir les versions qui ont été corrigées. Si par exemple il y avait une typo, s'il y avait finalement une preuve où il y avait un truc qu'on avait dit genre bon allez ça c'est simple, c'est bon, et finalement on s'est rendu compte que c'était compliqué et qu'il faut rajouter une annexe pour montrer que ça marche effectivement, bah, on peut l'avoir immédiatement, d'accord. Alors que dans le système classique, on va publier un erratum dans le journal d'après, ou voire 2 ans après, enfin bon, vous imaginez le truc. Et puis on peut même imaginer dépasser les modèles actuels avec par exemple de l'évaluation ouverte, donc où plutôt que de faire de l'évaluation où on anonymise les auteurs ou les reviewers ou les deux, on peut imaginer faire de l'évaluation complètement publique et où l'article il est pas finalement accessible tout seul, on a ces reviews avec, et donc on peut dire bah voilà, vous êtes en train de lire la version acceptée de l'article, les reviews, donc les évaluations qui ont fait que l'article a été accepté, elles disent ça, d'accord, et souvent ça peut donner beaucoup d'informations. D'accord, on peut dire par exemple ah ben en fait ça a été d'abord fait par telle personne et vous avez cité celui-là mais c'est mieux. Donc on peut avoir beaucoup d'informations dans les évaluations. C'est intéressant de les avoir avec. Donc on pourrait imaginer expérimenter vu qu'on n'est plus contraint par les formats choisis par les éditeurs privés. Et puis bon, pour l'instant on pourrait faire ça et dire du coup si on allait vers ça, on pourrait dire on arrête de payer les abonnements. D'accord. Alors pour l'instant c'est compliqué parce que y a encore plein de choses qui sont chez les éditeurs, mais en vérité on pourrait déjà arrêter de payer les abonnements et il y a des universités qui le font. Donc il y a eu quelques universités en France qui ont arrêté de payer Springer, donc il y a un gros éditeur notamment en informatique. En Allemagne il y a eu tout un front contre Springer et contre Elsevier aussi. Et en fait ce dont on se rend compte, c'est que quand on dit aux chercheurs vous allez plus avoir accès à Springer, ils sont là genre ah non et tout. Et après, on leur dit, mais juste par la bibliothèque, quoi. Ah, en fait, ils n'utilisent pas du tout ça. Ils utilisent SciHub. C'est plus simple que d'aller se loguer ou d'utiliser le VPN de la bibliothèque ou le proxy HTTP, etc., qui est avec l'abonnement. Parce qu'en fait, les plateformes pirates sont beaucoup plus simples d'utilisation et marchent très bien. Et puis, moralement, alors légalement, c'est évidemment interdit, mais moralement, c'est quelque chose qui est absolument pas condamnable, puisque on est en train juste de reprendre des choses qui ont été produites par notre communauté. D'accord, et qui avaient aucune raison dans un premier lieu d'être privatisées. Donc on pourrait faire ça. Et pour finir, c'est mon dernier slide, je voudrais dire que c'est quand même un combat qui est politique, c'est pas que un combat technique, même si je vous ai dit que c'est bon, on a les plateformes, elles sont là, etc. Genre techniquement tout est bon, on peut le faire. C'est un peu plus compliqué que ça parce que donc il y a la bibliométrie, je vous en ai déjà parlé assez longuement. C'est un frein, d'accord, à la publication en libre accès, et ça, arrêter la bibliométrie, passer à autre chose, c'est un combat qui est éminemment politique, d'accord. C'est comment on finance la recherche, par exemple. Donc si on continue d'aller vers ce système néolibéral où on finance tout par projet et on met tout le monde en concurrence les uns avec les autres pour avoir les sous du projet, on peut pas se passer de bibliométrie parce qu'il faut bien évaluer les gens, et que quand il y a 12 000 projets à évaluer, si on peut pas demander à un tableur de les classer, et un tableur il va pas lire les articles des gens, évidemment, on peut pas faire ça. Alors que si on avait un financement pérenne de la recherche, d'une part on pourrait voir à plus long terme, d'autre part on perdrait pas en moyenne 1 mois par personne par an
à bosser sur monter des projets plutôt que faire de la recherche sur lequel le projet est censé bosser. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça. Il n'y aurait pas des labos où il n'y a pas de bourse de thèse et des labos où ils en ont trop, ils n'arrivent pas à dépenser l'argent et du coup à la fin ils achètent des machines qu'ils vont pas utiliser parce que sinon ils n'auront plus leur crédit l'année d'après. Enfin voilà. Donc le financement par projet déjà, c'est un truc très politique, d'accord, qui est de comment on finance la recherche. Et qui permettrait de mettre un frein un petit peu à cette nécessité de la bibliométrie qui est quelque chose de très néfaste. Pardon. Non, là. Les dépôts centralisés, donc je vous ai parlé des dépôts institutionnels comme HAL, etc. Le problème c'est que HAL par exemple c'est quelque chose de national et qu'en fait c'est très utile d'avoir un dépôt disciplinaire ou national comme ça parce que si tous les articles sont là-dessus c'est facile de les trouver. D'accord, donc ça c'est bien. Donc pour la discoverability, j'avais traduit ça par découvrabilité, je sais pas s'il y a un meilleur mot. Et puis pour la pérennité aussi peut-être quand on est adossé au CNRS et puis aux gens de l'IN2P3 là qui sont dans les trucs de physique des particules qui savent bien faire des backups, etc. quoi. Donc ça c'est bien, mais le problème c'est que ça facilite aussi la mise en œuvre de la bibliométrie, d'avoir tout au même endroit. D'accord. Donc il y a une espèce de décentralisation qui serait nécessaire, mais elle est donc techniquement la décentralisation pour résoudre le problème, mais techniquement ça pose problème d'être décentralisé pour la découvrabilité. Donc c'est à nouveau un combat politique qu'il faut dire on arrête la bibliométrie. D'accord. Donc il n'y a pas vraiment de combat de solution technique. Enfin on a un paradoxe quoi et la solution elle n'est pas technique, elle est politique. Donc voilà, si vous avez des questions ou des précisions que vous voulez ou des choses à ajouter. Ça part pas. Une petite remarque sur au tout début, tu as eu cité le crédit impôt recherche. Faut savoir qu'il y a aussi plein de boîtes privées qui grugent clairement le système, qui font absolument pas de R&D, mais qui demandent à leurs employés de déclarer des heures de entre guillemets R&D pour choper du crédit d'impôt là-dessus, qu'on n'est pas. Oui, non, il me semble de l'avoir dit, l'avoir précisé que le crédit impôt recherche, notamment dans les grosses boîtes, est complètement détourné. Mais comme le crédit impôt compétitivité emploi et tout, c'est juste des cadeaux qu'on fait aux entreprises pour avoir des plus gros dividendes pour les actionnaires et pas du tout quelque chose qui est utile à quoi que ce soit d'autre. Excusez-moi, je voudrais vous parler du facteur humain dans tout ça, parce que moi je suis en plein dedans, en fait. D'accord. Alors premier point, par exemple vous êtes maître de conférence, moi j'en ai pas un seul, mais pas un seul qui m'a pris la tête pendant 5 ans pour mes références bibliographiques, qui ne doit être que dans des articles publiés machin. Moi je suis en sciences humaines, il faut savoir que les livres, il nous faut une fleur quand ils nous acceptent qu'il y a un truc qui sort d'un bouquin dans une recherche de temps, c'est que par voie. Et si on essaye de trouver d'autres solutions, on se fait allumer. C'est très scolaire ce que je dis. J'ai pas du tout compris d'autres en solutions fait, à quoi on ne peut sortir. Tout ce qu'on fait en recherche doit être justifié. Et chaque justification doit venir de ce type d'articles, etc., qui sont eux-mêmes. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ça fait 5 ans qu'on me rabâche que de toute façon... si je veux par exemple, faire de la recherche et être enseignant-chercheur, parce qu'en gros, il n'y a que ça pour faire de la recherche, blablabla, ou alors être mécène, mais enfin bon, ça c'est encore un autre problème, en fait, le seul moyen, c'est de devoir publier beaucoup. Parce que pour pouvoir avoir la double thèse, etc., PhD, si j'ai pas le nombre d'articles nécessaires, c'est pas possible. Ça, c'est tous nos enseignants, des gens comme vous, qui ont le même poste, qui nous le rabâchent, ceci, en moyenne, peut-être 50 ou 100 fois par semestre. Donc je pense que nous c'est du bourrage de crâne, c'est dit à chaque devoir, c'est tout le temps dit. C'est quoi le domaine exactement ? Moi je suis en sciences humaines, je suis en psychologie. En psychologie, d'accord. Et c'est d'autant plus grave parce qu'il y a, selon les spécialités, ils se tapent dessus en disant la vraie psychologie c'est des cognitivistes, les autres c'est des cliniciens, blablabla. On s'en fiche en fait, ça devrait être un tout, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc là le facteur humain. Autre point, en facteur humain, vous savez très bien qu'on préfère souvent, l'utopie c'est dire ouais on fait le bien de tous, comme l'histoire des arbres au départ. La vraie vie et toutes les sciences humaines qui étudient ça vous diront on préfère nous avoir moins du monde que l'autre, on est sûr qu'il est beaucoup moins. Et c'est toujours ces mécanismes-là. Alors il y a la logique mathématique, qui est dire normalement on fait pour le mieux de tous et on se protège et tout. Mais dans la logique humaine et dans toutes les recherches qui ont été faites, c'est pas le cas. Alors vous allez travailler comment sur l'humain pour que ça se fasse pas comme ça à l'université, qu'on se tape pas sur les doigts, qu'on nous demande pas, qu'on n'invalide pas tout le travail qui est fait de tous les étudiants qui sont de toute façon sont hyper formatés par rapport à ça. Et puis changer que l'humain n'ait pas envie toujours de descendre de ce qu'on appelle l'exogroupe, le groupe d'à côté. C'est moi d'abord, et comme dit, je suis plus humain que toi, et l'autre après. Et ça, c'est terriblement, définitivement humain.
Et c'est super ce que vous dites, mais c'est très utopiste, quoi. Alors justement, je pense pas que ce soit complètement utopiste, donc j'ai déjà dit quelques réponses à ça, il me semble. Le besoin de taper sur le groupe d'à côté, il est fait parce qu'on est mis en compétition. Si on arrête ça, déjà il y a beaucoup moins ce besoin. Et alors j'ai des exemples très précis, par exemple dans les communautés type crypto ou physique, en fait ça se fait déjà, ce dont je suis en train de vous parler. Donc par exemple moi j'ai fait ma thèse en cryptologie. En cryptologie, on a l'Association internationale de recherche en cryptologie, l'IACR, qui a un serveur de e-print où les gens mettent leurs papiers même avant qu'ils soient publiés. Et c'est accessible à tout le monde et les gens peuvent y accéder, voir. On a déjà des retours avant même l'évaluation par les pairs. On a des retours avant que ce soit publié. On est parfois invité dans des conférences ou plutôt des séminaires à présenter des travaux comme ça. Il n'y a pas du tout... c'est une communauté, en fait, si vous voulez, la crypto, où les gens ils sont habitués à ce que de toute façon tout soit cassé et qu'on démolisse leur travail. Du coup, ils n'ont pas du tout ce souci de mettre du travail en mode open source, si vous voulez, release early, release often, même si c'est cassé. Et du coup, ça existe déjà, donc c'est possible de faire ça. En physique des particules, c'est eux qui ont commencé à monter Archive. C'est en 91, ils avaient déjà un serveur d'articles comme ça qui leur permettait, c'était juste un serveur FTP à l'époque, qui permettait d'accéder à tout. Et vous avez en sciences humaines, par exemple, toute la plateforme revue.org, où il y a beaucoup, alors c'est pas tout est parfait hein, avec le Cléo, etc. Je suis pas du tout en train de dire que Open Edition c'est des gentils, mais c'est quand même un outil assez génial et où il y a beaucoup d'articles qui sont disponibles en libre accès et ça pose de problème à personne. Moi je vous encourage à aller voir les travaux de Tachfel et Turner et les travaux de Mead qui vous diront que non, ce système-là, pendant très longtemps, jusqu'aux années 70, on pensait que c'était la concurrence entre les gens, qu'on enlevait la concurrence. En fait c'est pas ça. C'est un mécanisme cognitif. Et c'est quand on prend la réalité humaine en face. Je dis pas, en plus, pour que ça fonctionne, il faut que toutes les sciences humaines, sciences technologiques, etc., tout le monde s'y mette pour que ça fonctionne. Et, ça fonctionne déjà indépendamment dans certains domaines, vraiment. Mais c'est indépendamment. Et de toute façon, en plus, il faut prendre un certain recul. Je suis désolée, c'est un peu... Pourtant, je devrais pas être en psychologie, être blasée, mais j'apprends tous les jours le mécanisme humain et dans ce qu'il est dans son ensemble. Donc je dis, allez voir les travaux de Tachfel et Turner et de Mead et je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Je veux pas m'étaler, c'est un peu chiant pour les gens, mais allez voir. Ok. Je serais quand même pas du tout aussi défaitiste. Tu parlais d'utopie tout à l'heure. Moi, je voulais savoir comment toutes ces idées-là sont analysées et comprises par bottom. Par le ministère de l'Éducation, par tes directeurs de fac. Paris 8, je connais bien, moi j'y étais aussi. C'est peut-être pas celle qui a le plus de yermes, mais ça me paraît, le précaré de l'Éducation nationale me semble tellement fermé que comment peuvent-ils être encouragés, ce genre de choses? Alors d'une part, c'est point d'interrogation. Hein. Ouais. Alors d'une part, il y a la première réponse, c'est que ils sont pas vraiment impliqués là-dedans, à part que ça leur coûte de l'argent. Donc ils sont plutôt en faveur du libre accès en général. Donc par exemple, il y a des commissions. Là en ce moment, il y a le gouvernement en train de monter un truc qu'ils appellent le COSO, donc c'est le collectif. Je sais plus. Enfin, en gros, de faire une espèce de bibliothèque numérique ouverte. Et donc, ils ont fait appel à des chercheurs qui sont soit spécialistes de ce sujet-là, du libre accès, etc., soit des gens qui sont militants pour bosser un petit peu là-dessus. Donc, c'est des problématiques qui montent jusqu'à assez haut. Après, comme je disais, c'est éminemment politique. Et il y a des courants politiques, notamment la Macronie au pouvoir actuellement en France, qui pensent que le business c'est plus important que l'accès à la connaissance, par exemple. Et qui donc va jamais dire que c'est un problème que Elsevier ramasse autant d'argent. Et je sais pas, ils vont trouver toutes les excuses du monde pour dire qu'ils fournissent un service, qu'ils font du marketing, que machin, j'en sais rien. Enfin, donc après, c'est une question politique. Et par exemple, il y a des programmes, si vous regardez dans la dernière présidentielle, par exemple, dans le programme de la France Insoumise, l'Avenir en commun, il y avait ces questions-là. Dans le programme de Besancenot, le NPA, il y avait ça. Dans le programme de Hamon, ça y était en partie aussi, par exemple. Donc il y a tout un tas d'organisations politiques qui se sont saisies de cette question-là.
Ça fait partie de l'open science, et le libre accès, c'est un des aspects de l'open science. Après, dans l'open science, il y a plein d'autres choses. Il y a des gens qui veulent que la recherche se fasse de manière plus ouverte, c'est-à-dire qu'on publie pas que au moment où on a un article, mais que les cahiers de recherche soient mis à jour au fur et à mesure, etc. Donc typiquement, vous avez la plateforme Hypothèse, c'est des espèces de blogs de recherche qui existent. Et puis il y a certains domaines où ça se fait pas du tout, on doit citer que des articles qui ont été publiés, évalués par les pairs, mais il y a d'autres domaines aussi où ça va tellement vite que des fois c'est publié sur un blog et il y a des articles qui citent des blog posts. Ouais, alors bon, ça après c'est de la science citoyenne, c'est encore autre chose parce qu'il y a moins ces problématiques de publication qui entrent en jeu, mais oui, c'est tout à fait lié tout ça, ouais. Ça... Sinon on pose la question et je la répète. Ah, ça marche. Déjà, merci pour la conférence. En fait, je suis moi-même doctorant en informatique et juste pour illustrer un peu ce que tu disais, je pense qu'il y a peut-être un tiers des articles que j'ai lus pendant les 3 ans de ma thèse ou qui viennent de SciHub. Sans ça, j'aurais pas pu les lire en fait, ou ça m'aurait coûté 20 $ par article ou je sais pas. Donc 20 $, ça va. T'es pas dans un domaine cher. Ouais, non, c'est ça. C'est quand même un budget finalement sur la masse. Et ma question en fait, c'était par rapport en fait, étant doctorant, l'école doctorale me dit pour valider ton diplôme, un des critères, c'est que tu dois avoir fait X publications dans des conférences ou des journaux de tel rang. Enfin, il y a des critères qui varient un peu, mais c'est le même principe. Et par rapport à ce que tu disais, est-ce que finalement, il y aurait des solutions pour sortir de ce truc-là? Parce qu'en fait, l'effet que ça a, c'est que je suis obligé de faire ce genre de publication, donc dans entre guillemets l'ancien système, de donner les droits de mes publications que j'ai écrites avec mes petites mains à des entreprises lucratives qui vont me les voler ensuite. Et tout ça pour que je puisse avoir ma thèse. Du coup, mon directeur de thèse et mes encadrants sont obligés en fait de suivre le mouvement, et donc eux, c'est leur job au jour le jour. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas une autre... Comment est-ce qu'on pourrait éviter ce cercle vicieux? Alors, j'en ai parlé pendant l'exposé. Je sais pas si t'étais là. Je suis arrivé à la moitié peut-être. Ah ok. Je sais plus quand j'en ai parlé, mais donc j'ai parlé exactement de ce problème-là de poulet d'œuf comme ça, pour faire une transition vers le libre accès. Donc effectivement c'est un problème et j'ai pas de solution technique à donner comme ça. La solution elle est politique et elle doit venir à la fois de la base parce que tout ce mécanisme-là, dans la recherche, je veux dire le directeur de l'ED et le conseil de l'ED qui décide de ça. C'est des enseignants-chercheurs et des chercheurs, d'accord. Donc eux, ils sont responsables en partie de ça. Après, il y a des règles qui viennent de plus haut au niveau national, de l'ANR, de choses comme ça, qui en fait les imposent de manière assez pernicieuse, par exemple, en disant genre si l'ED qui est rattaché à votre labo, elle a pas ces règles-là, donc elle a pas souvent des publications dans des revues de rang A, etc. Sachant qu'une revue de rang A déjà c'est assez subjectif et c'est souvent des classements qui sont faits pour arranger telle personne, enfin bon c'est assez compliqué, vous avez moins de chances d'avoir les sous pour le projet, d'accord. Donc à nouveau c'est vraiment l'idéologie de la mise en concurrence de tout le monde contre tout le monde et le financement par projet de la recherche qui impose vachement ce genre de mécanisme là, et donc c'est une décision très politique qui doit venir un peu du haut malheureusement aussi. Qui doit être prise et qui pourrait permettre de sortir de ce genre de choses là. Mais c'est clair que toi individuellement tu peux pas faire quelque chose. Enfin toi t'es obligé pour l'instant de jouer le jeu pour avoir une chance d'avoir un poste plus tard et ensuite d'essayer de changer les choses de l'intérieur. C'est triste mais j'ai vraiment pas d'autres conseils à te donner quoi. Je vais jamais te dire si sois militant, ne publie que dans des trucs en libre accès qui sont pas connus, etc. Parce que ça serait te sacrifier en fait. Et c'est pas du tout une bonne idée. Oui. Ouais. Tout. Oui. Et même de la plupart des choses qui sont faites en France, puisqu'on collabore tout le temps avec. Oui. Donc, ce genre de projet, est-ce qu'il existe à un niveau Oui. Alors, donc, ouais. Donc, je vais répéter pour peut-être le stream ou j'en sais rien. Donc, la question, c'est sur le côté international de ce genre de projet, puisque la recherche est internationale. Donc oui, il y a tout à fait, il y a des alors déjà les plateformes Archives et Nodo, etc. Il y en a certaines qui existent au niveau européen, d'autres qui sont disciplinaires et donc complètement internationales. L'exemple dont je vous parlais en crypto là tout à l'heure, c'est donc l'IACR, l'Association internationale de recherche en cryptologie. Comme son nom l'indique, c'est international et c'est une association qui va beaucoup dans le sens du libre accès.
et qui essaye de faire en sorte que ce soit l'association qui détienne les grosses conférences de crypto, les revues, etc., les plus importantes, donc où les gens peuvent, pendant l'AG de l'association, décider de qu'est-ce qu'on fait. Donc ça, c'est un premier point d'autogestion, entre guillemets, de la recherche au niveau international, donc par discipline. Et puis après, il y a des mouvements politiques sur ce sujet-là. Il y en a, par exemple, il y a des boycotts de Elsevier, etc., qui existent et qui sont complètement internationaux et qui sont signés par des chercheurs très connus, anglais, américains, japonais, français, allemands, etc., brésiliens, enfin... donc ces questions-là sont pas du tout, s'arrêtent pas du tout aux frontières de la France. C'est vraiment, c'est des questions qui sont totalement internationales et il y a des gens qui se battent partout dans le monde avec exactement les mêmes choses. Qu'est-ce qui empêcherait de créer une nouvelle revue en la faisant gérer sous Web 901? Alors rien du tout. Ouais. Donc il y a rien du tout qui l'en empêche et les gens le font. Ça commence à exister, il y en a, mais comme tu dis, ça met du temps à monter et ça c'est un problème parce que à cause de ces trucs d'évaluation, donc par exemple le camarade là-bas peut pas publier dans cette revue là parce que sinon il sacrifie sa thèse. Donc il y a quand même et puis du coup ses encadrants non plus parce qu'ils publient avec lui, etc. Donc il y a ce problème là, mais par contre, il faut pas être complètement défaitiste. Les revues, il y en a qui sont montées, des épi-revues, il y en a qui existent, ou d'autres types. Il y a Timothy Gowers qui a un Medaille Fields qui fait de l'analyse discrète ou je sais plus quoi, enfin je sais plus exactement ce qu'il fait en maths, mais il monte des revues alternatives complètement sur le modèle dont je vous parlais. Et ça marche parce que lui il a son poids de Medaille Fields et du coup il dit maintenant c'est là et du coup les gens publient là-dedans. Donc il y a, la transition arrive. Le truc c'est qu'il faut, comme je vous disais, il y a plein de façons de le faire et il faut surveiller vers où on va parce que si on laisse le lobbying des éditeurs gagner, on va juste aller vers un libre accès où c'est finalement on paye pour publier. Et ça c'est très problématique, non seulement parce que ça coûte trop cher, mais en plus c'est hyper problématique scientifiquement de dire ce résultat va être publié oui ou non en fonction de est-ce que le labo peut payer. C'est pas du tout comme ça que c'est censé fonctionner. Et ça, les éditeurs, ils s'en foutent parce que scientifiquement, ils en ont rien à faire de la science. Je parle des gros éditeurs. Hein. Il y a plein de petits éditeurs. Alors oui, je tiens à être précis là-dessus. Il y a plein de petits éditeurs, notamment en sciences humaines et sociales, qui bossent encore. Parce que par exemple, c'est des domaines où on publie dans la langue de la littérature qu'on étudie. Donc nécessairement, c'est plus petit. C'est pas forcément complètement aussi international que les gros trucs comme Elsevier et tout ça, où ils sont beaucoup plus proches des chercheurs, etc. Et donc il y a encore une qualité qui est recherchée, une vraie collaboration, etc. quoi. Et il y a d'autres éditeurs qui délocalisent le travail à des gens qui lisent pas forcément bien l'anglais, mais on leur demande juste de mettre les titres en rouge, etc. Vous imaginez le travail, ça donne des résultats catastrophiques. Ouais. C'était important pour moi d'avoir accès à des bibliothèques pour travailler et du coup je me suis dit à la fin vu que j'aurais sorti mon algorithme plutôt que de simplement avoir le pseudocode dans mon master, je vais aussi dans ma thèse je vais aussi le publier et donc j'ai commencé à faire des recherches pour voir pourquoi les chercheurs publiaient pas plus leur code. Donc il y a différentes raisons, parce que le code était moche et il a dû être fait rapidement pour faire l'article, il n'est pas forcément portable ou réutilisable par n'importe qui, nécessiterait trop d'instructions, documentation, etc. Oui. Je me suis dit je vais changer ça. Finalement le code est toujours chez moi, je l'ai toujours pas publié. Voilà. Maintenant je vais peut-être me booster et essayer de le faire finalement. Mais du coup j'ai vu que dans un de vos projets il y avait de partager pas seulement les articles en tant que ressources, mais aussi du code. Sauf que ça demande une grosse discipline. Donc pour le fait de faire du code propre, mais aussi de se pousser à le publier. Donc, est-ce que vous avez... Ouais, alors il y a plusieurs initiatives qui ont été prises là-dessus. Donc maintenant il y a des conférences qui par exemple récompensent ce qu'ils appellent les artifacts. Donc c'est de réaliser avec le papier aussi les sets de données, les codes et tout ça. En précisant bien que c'est pas forcément super bien documenté et tout ça, que juste on écrit pour obtenir le résultat vous relancez ce code R dégueulasse sur tel jeu de données et puis voilà. Mais il y a des gens qui se sentent visés là, c'est ça ?
Non, désolé. Mais sinon, il y a des gens qui réalisent du code avec leurs articles, ça existe complètement. Genre moi, généralement, je l'ai fait. Donc j'ai fourni des outils qui généraient des résultats lisibles par des humains, etc. C'est pas toujours évident et le problème, c'est que je finis ça. Le problème, c'est que ça t'engage un petit peu. Alors des fois, c'est cool parce que du coup, les gens utilisent les outils. Et quand ça marche, c'est bien parce qu'ils te contactent et ils disent genre ouais, on a fait ça avec ton outil, nanana, est-ce que tu veux regarder avec nous, hop, et puis t'as une publication avec des gens, tu collabores, etc. Moi ça m'est arrivé et c'est trop cool. Mais si tu te retrouves à devoir faire du support technique alors que t'as déjà pas le temps de faire de la recherche parce que t'es noyé sous l'enseignement, l'administratif, etc., c'est compliqué. Donc les gens ils refusent aussi de le sortir pour ça. Après il y a d'autres cas où c'est juste que genre c'est du code qui a fonctionner une fois et que pour le publier il faudrait remonter dans l'historique du terminal pour voir où c'est qu'on a écrit la bonne ligne de bash qui a sorti les résultats et bon là c'est des problèmes de méthode et voilà. Mais il existe des plateformes par exemple qui lient un article publié sur Archive, donc c'est un dépôt pérenne, et un dépôt GitHub par exemple, et qui permettent d'avoir les deux en même temps systématiquement. J'entends pas du tout ce que tu dis. Ah ok, donc on doit couper. Bon, on peut en discuter après. Voilà. Merci beaucoup.